Donc, Didier Patry, qui est avec moi. Bonjour Didier. Bonjour Stéphane. Ancien directeur général de France Brevet, je ne sais pas s'il fallait parce que moi évidemment c'est ça qui m'intéresse, mais une de tes fonctions aujourd'hui, une seule que... Aujourd'hui, je conseille des entreprises sur l'efficacité, l'organisation de leur propriété intellectuelle en général, et éventuellement la valorisation et l'évaluation économique. Ce qui fait que tu es là Didier, c'est que donc on avait parlé d'Elon Musk sur Bismart, enfin j'avais parlé d'Elon Musk après le forum du New York Times, c'était à la fin de l'année dernière, 1h30 d'entretien qui m'avait passionné, je dois dire. Et il y avait énormément de choses dans cet entretien, mais il y avait un moment où Elon Musk disait, écoutez, donc en fait, il plaidait pour la concurrence à fond. C'est sans doute, s'il fallait écrire un mot au fronton de Bismart, ce serait peut-être celui-là d'ailleurs, concurrence. Ouais. Et Elon Musk disait, tous les brevets de Tesla sont open source, sont disponibles même pour nos concurrents. Et il disait, citez-moi une seule entreprise qui fait ça. Moi, je n'en vois pas. Et tu m'as dit, Didier, tu m'as écrit sur LinkedIn, c'est pas si simple. Alors voilà, donc tu es là. Explique-moi pourquoi. En plus, tu as vraiment bossé sur l'industrie automobile et sur les brevets de l'industrie automobile. On reparlera de LinkedIn tout à l'heure. Allez voir le compte de Didier, il y a plein de choses intéressantes. Pourquoi c'est pas si simple ? Alors, c'est pas si simple parce que d'abord, notre ami Elon Musk est un fin limier, si je peux me permettre. Donc, c'est quelqu'un de très fin dans son approche. Il est très, très bien conseillé. Il est dans la Silicon Valley. Donc, on est dans la mecque de la propriété intellectuelle et des brevets. On est vraiment dans ce qui a constitué toutes les stratégies les plus sophistiquées. On a Hewlett-Packard, on a HP, on a Google, on a LinkedIn, on a Apple, on a tous ces gens-là. Et lui, je pense que son approche, elle est vraiment focalisée sur le business. C'est-à-dire qu'en fait, il a été capable d'établir une réelle stratégie. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, pourquoi ? La stratégie, c'est pourquoi ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert d'avoir des brevets ? À quoi ça sert d'avoir de la propriété intellectuelle ? Son premier constat, c'est de dire... Moi, je suis un nouvel entrant. Il est relativement un nouvel entrant. Il y a totalement un nouvel entrant. 15 ans, on ne parlait pas de Tesla. C'est à peu près 10 ans, quelque chose comme ça. Absolument. Il vient de la Silicon Valley. Je le dis d'un mot d'ailleurs, parce que j'ai entendu beaucoup d'âneries là-dessus. Il reste plus neuf que BYD. BYD est l'héritier, en fait, d'un ancien constructeur chinois. Je referme la parenthèse. Voilà. Il ne vient pas de Détroit. Historique, je dirais le berceau de l'industrie automobile américaine n'est vraiment pas là. Donc, il vient de la Silicon Valley. Il vient en plus plutôt d'eBay. En fait, il vient d'un domaine qui n'est pas du tout le transport. Il est tombé amoureux. Alors, il paraît qu'il est fasciné par l'électricité. Il paraît que l'électricité est un truc qui lui plaît fondamentalement. Donc, et il croit à des valeurs qui sont vraiment celles de la Silicon Valley, qui est qu'il faut agir pour la planète et donc il faut propulser. Et sa vision de base, c'est de dire je vais rentrer dans le segment de l'électrique par le haut de gamme. Ce qui est quand même aussi extrêmement audacieux. Il prétend ne pas croire dans les valeurs et dans les vertus des brevets de la propriété intellectuelle. Mais ça, c'est un courant de pensée qui est aussi très propre ou très spécifique à la Silicon Valley, à Google, qui sont des gens qui ont pensé qu'on pouvait vivre libre et donc sans contrainte et sans barrière à l'entrée. Google, d'ailleurs, a bien changé sur ce point. Ce qu'il a quand même fait, c'est qu'il a quand même déposé des brevets. Donc aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, Tesla a aujourd'hui en stock et gère environ 800 familles de brevets. On va dire 800 innovations, d'accord ? Pour donner un ordre d'idée, Toyota, on a 70 000. 870 000. Un autre ordre d'idée, BYD, on en parlait tout à l'heure, c'est 10 000. Stellantis, c'est 10 000. BMW, c'est 18 000 à peu près. Alors, mais attends, moi, ce qui m'intéresse, alors, ça c'est très bien, mais ces 800, ils sont libres d'accès ou pas ? Alors, non. Alors, je dirais que ce n'est pas une entourloupe, mais c'est une sorte d'attrape-mouche, de miroir aux alouettes. Il a été extrêmement fin et subtil dans son approche. Ce que dit Elon Musk, écoutez, moi, mes technologies sont libres d'accès, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a un petit astérix, et le petit astérix, c'est ce qu'on appelle donc un pledge. Un pledge, c'est un engagement unilatéral de Tesla qui dit « Je ne vais pas vous embêter avec mes brevets. Vous êtes libres. Venez utiliser mes technologies. Mes brevets ne servent à rien. Ils sont libres. À la condition que vous ne veniez pas, moi, me chercher sur vos technologies et sur vos brevets, et ni moi, ni mes fournisseurs, et l'intégralité de mon écosystème. » Donc, quelque part, et c'est là que ça devient intéressant, quand on voit le rapport de force, il faut se le rappeler, 800 d'un côté chez Tesla, avec donc des coûts qui sont relativement, c'est important, mais gérables, 70 000 chez Toyota, 10 000 chez BYD. Donc, il est face à un mur considérable, et ce qu'il dit, je vais juste finir là-dessus,
Je ne viendrai pas vous embêter avec mes brevets à la condition que vous ne veniez pas m'embêter avec les vôtres. Donc, quelque part, il s'achète un accès Je libre comprends. à l'intégralité d'un volume absolument délirant qui n'a rien à voir avec le sien, qui est beaucoup plus petit. Le mot de délirant est le bon mot. C'est-à-dire que dans ces 70 000 brevets de Toyota, il y en a combien qui servent vraiment aujourd'hui à faire avancer une voiture? Alors, c'est la question fondamentale. Eh ben oui. C'est-à-dire qu'en fait, la question que s'est posée Elon Musk et que se sont posés les gens qui l'entourent, c'est à quoi ça sert tout ça. Et c'est une question de stratégie, c'est le pourquoi. Et lui, il a répondu à ce pourquoi. Il s'est dit, mais en fin de compte, moi, ça ne m'intéresse pas réellement. Et ça, il a raison, et c'est vrai. Ça ne l'intéresse pas, a priori, de protéger ces innovations au sens où on va le concevoir. Il n'est pas là à aller chasser le contrefacteur. Il ne va pas chasser le contrefacteur. Par contre, ce qu'il ne veut pas, c'est que Toyota vienne l'embêter, parce qu'il a beaucoup plus à perdre vis-à-vis des 70 000 brevets de Toyota ou des 18 000 de BMW, par exemple, ou des 10 000 d'Audi, ou des 10 000 de BYD. Ça, c'est un réel risque. Oui, mais attends, si Toyota vient, ça veut dire qu'ils auront absolument et dramatiquement besoin d'un de ces brevets. Ça veut dire que ce sera la preuve qu'Elon Musk a bel et bien innové et innové en rupture. Alors, il peut se passer plein de choses. Soit, et la plus grande probabilité de confrontation de ces niveaux-là, parce que j'aimerais juste vous rappeler aux gens qui nous écoutent un tout petit détail. S'il y a un contentieux brevet demain aux États-Unis sur sol américain contre Tesla, les frais d'avocat, à peu près, en moyenne, c'est 10 millions par an. À peu près. Ça peut aller jusqu'à 15. On a des cas d'entreprises françaises qui ont dû payer jusqu'à 15 millions de frais d'avocat par an en défense, sur des procès qui durent 2-3 ans, et vous ne retrouvez pas cet argent. Donc l'enjeu, il n'est pas tant le risque de perdre le contentieux, il est surtout le risque de perdre beaucoup d'argent en frais d'avocat pendant un certain temps. Parce que 10 millions par an, ça se gère quand même. Oui, mais ça, c'est les États-Unis, mais il y a la Chine, il y a l'Europe, on peut être poursuivi sur plusieurs fronts. Et ça peut être vraiment une action thermonucléaire qui fait que je perds beaucoup d'argent partout. Oui, mais Didier, moi, ce qui m'intéresse, quand... En fait, Apple, par exemple, se fait poursuivre par une petite boîte de la tech parce qu'ils ont piqué un de ses brevets. C'est parfaitement légitime. Voilà. Sinon, j'ai l'impression, et c'est de ça aussi dont j'ai envie qu'on parle, les batailles de l'innovation, j'ai l'impression qu'en fait, le brevet, c'est d'abord la constitution d'une rente. Alors, ça peut en fait, le brevet, très paradoxalement, est un frein à l'innovation, oui ou non? Alors, c'est un peu entre les lignes. Il n'est pas un frein à l'innovation parce que, sous une certaine forme, le droit nous permet d'innover, de développer, de faire de la R&D sans être contrefacteur de brevet. Ça, c'est un droit absolu. Oui, mais tu le sais mieux que moi. C'est toute l'histoire de l'innovation. C'est ça qui la rend passionnante. Ouais. L'innovation ne sort jamais de nulle part. C'est toujours des voies parallèles. Et à un moment, si un gars dépose un brevet, il bloque, en fait, d'autres innovateurs qui étaient sur la même voie que lui. C'est ça, le vrai sujet. Oui. Et c'est le cas... prenons un autre cas qui est aussi très parlant, c'est Nespresso, qui, à mon avis, est absolument fascinant. Tu as raison, très intéressant. 80% de marge sur les capsules, à peu près 2%, quelque chose comme ça, sur la machine. 170 familles de brevets, environ. Très disruptif. Nespresso a quand même changé de façon radicale la distribution du café. Or, ils ont raté leur stratégie brevet de A à Z. C'est-à-dire ? Pourquoi ils l'ont raté ? Parce que les brevets ont été déposés dans les années 78, 78, comme on dit dans la région, bien avant qu'ils ne décident de lancer les produits. Et lorsqu'ils ont lancé les produits, ils n'avaient que quelques années de vie et de survie des brevets. Ah, dis donc ! Princeps, si tu veux. Voilà. Ouais, je comprends bien. Et donc... D'ailleurs, des cadres de Nestlé sont partis chez des concurrents, savaient très bien quelles étaient les dates d'échéance ou d'expiration de ces brevets. Et tu ne peux pas les renouveler, les brevets ? Et on ne peut pas les renouveler. Et qu'est-ce qu'on a vu en rayon ? Parce que, évidemment, Nespresso n'était pas en rayon, ils n'étaient pas chez les grands distributeurs. Et qu'est-ce qu'on a vu ? D'abord, on a vu des capsules plastiques. Pourquoi ? Parce que les brevets protégeaient des capsules en aluminium. Et d'un seul coup, 6 mois avant la date d'expiration des brevets, on a vu des capsules en aluminium. Donc, problème de timing. Nespresso a raté son coup, en fin de compte. Mais c'est marrant, Didier, parce que j'ai constaté ça. C'est peut-être vrai, depuis quelques mois, mais j'ai constaté ça au supermarché ce week-end. Donc, Mondelez, l'un des concurrents, écrit sur ces capsules conformes pour machine Nespresso.
C'est-à-dire, ils vont tellement loin dans la copie qu'ils l'admettent même. Voilà, ils en font un argument publicitaire et marketing. Voilà. Ils ont eu, alors Nespresso, par contre Nestlé a très bien joué, Nespresso aussi, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup breveté, ils ont beaucoup bloqué, tenté de bloquer l'interopérabilité. Ils ne voulaient pas que des capsules compatibles, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on achète des machines, et là c'est une rente, et que de ce fait, je me trouve obligé d'acheter des capsules chez Nespresso, je rappelle, 80% de marge. Or, ce qui s'est passé, c'est que comme les brevets sont arrivés à expiration, d'autres concurrents, je peux peut-être citer L'Or et la Maison du Café, tout le monde, les attendaient aux aguets, on noyait littéralement Franprix, Intermarché, Leclerc. Et ce qui s'est passé, c'est que de ce fait, Nespresso a été contraint de développer une version 2 de la machine. Aujourd'hui, si on va dans un magasin, on se fait vendre la nouvelle version, des capsules beaucoup plus grandes, beaucoup plus complexes, qui ont été intégralement repensées pour attirer de l'innovation et pour être bardé de brevets. Sauf que cette machine, elle ne se vend pas. Et oui, mais ils vont aussi, enfin je crois, aujourd'hui, ils ont même l'innovation de la capsule de café sans capsule, si je résume. Enfin en tout cas, c'est ce que j'ai vu passer. Donc c'est bien, tu démontres parfaitement. C'est-à-dire, le brevet, en fait, est une forme de protection qui freine l'innovation et il faut absolument trouver les moyens pour retourner dans la bataille de la concurrence. On est absolument d'accord. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il aurait été beaucoup plus judicieux pour L'Or ou la Maison du Café de sortir leur capsule à eux disruptive, par exemple biodégradable, comme la sort aujourd'hui Nespresso. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à cause d'une très mauvaise stratégie, à mon avis, ce qu'aurait dû faire Nespresso, plutôt que de bloquer cette techno, plutôt que d'utiliser leur brevet comme barrière à l'entrée, exactement ce que tu dis, ils auraient dû ouvrir ces technos et monter des programmes de licence. Pourquoi ? Parce que la parapharma s'intéressait à ce genre de technologie pour pouvoir tout simplement avoir des thés thérapeutiques directement sur sa machine à café et la même machine à café. Ce qu'ils auraient pu faire de ce fait, c'est des transferts de technologie en expliquant aux gens de la parapharma, ben voilà comment on fait une capsule Nespresso en aluminium avec des angles, avec des coefficients de frottement. Il y a une techno qui est très complexe, hein, c'est extrêmement abouti, mais en ayant un pourcentage des revenus de ces entreprises qui allait être non négligeable, en acceptant d'avoir des concurrents. Mais bien sûr. Donc là, c'est un magnifique message, ça, Didier. Ouais. Ce que vous dites, c'est un brevet ne vous protégera jamais, en fait. Donc, essayez d'en tirer le maximum le plus vite possible. Oui, et c'est ce que fait Elon Musk. En fait, lui, ce qu'il dit, il ne vise pas la rente, il ne vise pas la rentrée d'argent. Enfin, je ne pense pas qu'il le fera comme ça. Par contre, ce qu'il vise, il veut éviter les pertes, il veut éviter les coûts. Il veut ne pas prendre de coûts de la part de Toyota, de Stellantis & Co. C'est pour ça qu'il essaie d'inoculer une idée comme quoi venez utiliser mes brevets, venez utiliser mes technos, sauf que ce que beaucoup oublient, c'est qu'en fin de compte, quand ils vont faire ça, ils se sont presque obligés contractuellement à ne pas l'attaquer, parce que cette utilisation gratuite est conditionnée par le fait de ne pas l'attaquer, et personne autour de lui. Donc en fait, il a une stratégie défensive qui est extrêmement aboutie, extrêmement sophistiquée, qui est vraiment, vraiment à l'image de la Silicon Valley, il faut quand même l'avouer, tout à fait fine. Alors il y a aussi un autre détail qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne brevette pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les champs technologiques qu'il a protégés, c'est essentiellement traitement du signal, technologie d'information, électronique. Oui, bien sûr. Et quand on voit la constellation Musk, parce que maintenant c'est une constellation Musk, hein, c'est Tesla, SpaceX et X, il a racheté avec Twitter 1000 familles de brevets sur la gestion de la donnée, qui en fait est l'avenir économique du transport. Ah, dis donc, c'est intéressant ça. Et qui, eux, ne sont pas libres, et qui, eux, ne sont pas ouverts. Parce qu'en fait, on ne parle que des brevets Tesla, et pas des brevets. Bon, alors, ils valent peut-être pas 40 milliards de dollars, mais en tout cas, ils permettent de modérer un tout petit peu les pertes massives qu'enregistre jusqu'à maintenant Elon Musk sur feu le réseau Twitter. Puisqu'on est sur les réseaux sociaux, on va finir avec ça, parce que sur LinkedIn, tu m'as fait l'honneur alors donc, allez voir donc le compte de Didier sur LinkedIn, où tu déroules un petit peu tout ça, avec des graphes d'ailleurs. On n'est pas dans les purs du PowerPoint pour certains des graphes, hein. Mais enfin bon, un tout petit peu surchargé, je me permets de le dire. Mais tu dis, je lèverai la fin du suspense devant Stéphane Soumier début janvier. Donc je ne voudrais surtout pas priver les lecteurs et l'auteur que tu es de la fin du suspense. C'est quoi la fin du suspense ? À la fin du suspense, en fait, c'est qu'on réalise que ce qu'a fait Elon Musk extraordinairement bien, c'est d'abord une définition. Il a compris qui étaient ses véritables concurrents. Ces véritables concurrents ne sont pas, pour Tesla d'ailleurs, entre parenthèses, ce ne sont pas les entreprises du transport. C'est pas les Stellantis, c'est pas les BYD, pas encore. C'est pas les Toyota. Ce sont les sociétés du smartphone. Pour lui, c'est Huawei, c'est Apple, ça a toujours été le cas. Donc il a conçu son portefeuille de brevets pour aller au combat, pour demain aller au corps à corps. Il est convaincu
qu'un jour Apple va venir le chercher. Il est convaincu qu'un jour il sera en confrontation directe avec Huawei. Et cette semaine, on a un iPhone on the wheel, hein, c'est ça une voiture. Un iPhone on the wheel. C'est l'ancien patron de Ford, Alan Mulally, qui a dit ça il y a plus de 10 ans quand même. Hein. Oui. Et là, quand on voit Huawei vient d'annoncer, je crois que c'est vrai, je ne pense pas que ce soit faux, une voiture qui s'appelle, je crois, l'Alto M9 ou quelque chose comme ça, qui est bardée de technologie. Huawei ou Xiaomi? Huawei. Ils rentreront jamais sur le marché américain, Huawei. Je ne sais pas. Parce que Xiaomi l'a fait aussi. Mais la voiture Xiaomi est très très belle. Et là, lui, il pense vraiment. Donc, quand on analyse son portefeuille de brevets, les domaines techniques qu'il a brevetés, ce sont des domaines techniques des gens du smartphone, de la telco, de l'électronique. T'as plus besoin d'un brevet pour le différentiel des essuie-glaces, quoi. Voilà, c'est plus le sujet. C'est plus le sujet. Merci Didier. Merci pour tout ça. Merci à vous tous. Voilà, donc Didier Patrick qui était avec nous. Et donc, allez voir sur LinkedIn l'ensemble de ses explications sur ses stratégies brevets. Allez, on parle entrepreneuriat maintenant.